Assalamu alaikum à tous mes frères et sœurs et bonjour à tous. La question des mariages mixtes et du métissage est un sujet à la fois sensible et profond qui suscite parfois de vives réactions dans la communauté musulmane. D'un côté, on a des personnes très hostiles au métissage et de l'autre, des personnes pour qui le métissage et les mariages mixtes sont tout à fait normaux et naturels. On a parfois certains propos qui choquent, d'autres qui font réfléchir. On va voir aujourd'hui que ce sujet est un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît. On vit aujourd'hui dans un monde qui vante le multiculturalisme, la mixité et la diversité. Et dans le même temps, on voit des couples exploser à cause de conflits culturels, identitaires ou religieux. Mais au-delà de ça, il y a une question qui, moi, me perturbe personnellement. Si l'islam encourageait le métissage, comment se fait-il que la société mondialiste et capitaliste actuelle, qui fait la promotion de tout ce qui est opposé à l'islam, rejoindrait l'islam sur ce point? Dans ce podcast, on va donc faire le tour de la question sur les mariages mixtes et le métissage et essayer d'y voir plus clair. Le métissage est-il bon ou mauvais? Les mariages mixtes sont-ils une bonne chose? Quels sont les différents types de mariages mixtes louables ou à éviter? Quels sont les critères pour choisir un conjoint au-delà de la religion et de la piété? Pour aborder ce sujet, on va déjà voir ce que l'islam dit sur le métissage et les mariages mixtes. Dans le Coran, on peut lire dans la traduction en français: Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Ici, le verset est clair. Il n'y a pas de distinction entre les peuples, et la distinction entre les humains ne se fait pas au niveau de la tribu, mais au niveau individuel. C'est pas la couleur, ni la tribu, ni le pays qui fait la valeur d'un homme, c'est la piété, le comportement et l'attachement à la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a donné l'exemple. Il a épousé des femmes de différentes origines, des juifs, des coptes, des arabes, de diverses tribus. Il a aussi marié ses proches à des affranchis, brisant ainsi les hiérarchies tribales, et il a aboli le racisme dès les débuts de l'islam. On a l'exemple de Bilal, qui était un esclave éthiopien, qui fut élevé au rang de noble compagnon. D'ailleurs, à ce sujet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a même encouragé le mariage entre Bilal, qui était un esclave, à une femme arabe libre. On rapporte qu'il aurait dit: mariez Bilal, il est un homme de foi. Et on voit que le critère de la foi prime sur l'origine ou la couleur. On a aussi Salim, qui était un ancien esclave persan affranchi, qui fut considéré comme un membre à part entière de la famille d'Abu Hudayfa. Et il épousa une femme issue d'une famille noble arabe. Et si on s'en réfère au discours du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lors du pèlerinage d'adieu, il dit: Ô gens, votre Seigneur est un, votre père Adam est un. Et il n'y a aucune supériorité de l'arabe sur le non-arabe, ni du non-arabe sur l'arabe, ni du blanc sur le noir, ni du noir sur le blanc, si ce n'est par la piété. Ce qu'on peut en conclure de tout ça, c'est que l'islam n'interdit pas le mariage entre personnes de peuples ou d'ethnies différentes. Au contraire, il est totalement permis quand la foi unit les cœurs. Et on pourrait résumer ça en 3 points. D'une, la diversité ethnique est voulue par Allah, comme l'atteste le Coran. De deux, le mariage est encouragé sans distinction de race ou de statut, comme l'atteste la Sunna. Et de trois, la foi est le seul critère légitime, comme l'attestent le Coran et la Sunna. Ceci dit, malgré ça, il y a certains qui sont tout de même contre les mariages mixtes, souvent à tort, mais il faut être juste, parfois aussi à raison. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, quelles sont les raisons qui pourraient nous pousser à être contre les mariages mixtes? Tout d'abord, on va avoir des raisons qui sont totalement compréhensibles ou valables. Le mariage, c'est pas vivre d'amour et d'eau fraîche comme on l'entend souvent. C'est aussi faire face à des difficultés, à des conflits, à une personne étrangère qui vient d'une autre famille et parfois même d'une autre culture. Et dans certains cas, les difficultés culturelles sont bel et bien réelles. Je vais même aller plus loin, parfois les difficultés culturelles sont présentes même au sein d'un même peuple. On a par exemple des Algériens qui viennent d'Oran, qui ne fonctionnent pas forcément comme ceux d'Alger ou des Kabyles. Les Marocains de Casa ne sont pas forcément comme ceux de Oujda. Les Tunisiens de France ne sont pas forcément comme les Tunisiens nés en Tunisie. Et il en est de même pour les gens de tous les pays. Si on prend l'exemple du Sénégal, on peut même avoir des différents peuples. Il y a les Wolofs, il y a les Peuls, les Soniqués, il y en a d'autres encore. Et ça, il faut bien le prendre en compte parce que parfois on entend des histoires bizarres, voire absurdes. J'ai entendu parfois des histoires de couples où il y a des disputes parce que le couscous n'est pas le même d'une région à l'autre. Et le frère, il parle mal à sa femme à cause de ça. Et elle a l'habitude de faire comme ça. Est-ce que vous voyez jusqu'à où ça peut aller? Bien sûr, ça, c'est des cas extrêmes et parfois même idiots, mais c'est des cas réels. Alors imaginez ce qui se passe avec quelqu'un d'une culture totalement différente. Quoi qu'il arrive, quand on a affaire à des gens un peu plus sérieux, un peu plus éduqués ou un petit peu plus consciencieux, bien sûr, on ne se dispute pas à cause de ça. En tout cas, j'espère. Mais le mariage, c'est pas juste une histoire de gens sérieux ou de gens consciencieux. Le mariage, c'est pour tout le monde. Alors, il faut prendre en compte les particularités aussi de tout le monde. Une fois, j'étais en voyage à Dubaï et j'ai rencontré un frère africain. Et lui, il voulait manger que dans des restaurants africains.
parce qu'il aimait pas la nourriture des autres pays et il n'était pas habitué à ça, donc il voulait manger que africain, il cherchait que des restos africains. Mais lui, par exemple, faut pas qu'il épouse quelqu'un qui a une culture différente, sinon ça va poser des problèmes. Ou alors, faut qu'il prenne une femme qui est passionnée par la cuisine africaine. Et là, je prends des exemples de nourriture parce que c'est tellement bête, mais ça cause déjà des problèmes. Alors imaginez sur des sujets plus importants, la guerre et les tensions que ça peut causer dans les couples. Et là, en fait, il ne s'agit pas d'islam, il s'agit juste de bon sens. Si tu sais que toi, tu as une attache particulière à certains aspects de ta culture, et que tu es têtu, que tu es fermé ou obtus, ben prends quelqu'un de chez toi, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus sage. Si tu n'es pas prêt ou prête à faire des efforts et des concessions sur certains points, il vaut mieux prendre quelqu'un avec qui il y aura le moins de sources de tension possible. C'est aussi simple que ça. Le fait d'épouser une personne de la même région ou du pays, ça peut aussi avoir des avantages. Si tu es très attaché à ta culture, ou que tu veux vivre dans une région précise, c'est mieux de choisir directement quelqu'un de cette région, car vos attentes et vos habitudes sont plus proches et ça facilite les rapports et les objectifs de vie. On va prendre un exemple simple qui n'est même pas lié à l'islam. Si tu es un breton ou un basque et que tu souhaites préserver cette culture, il vaut mieux que tu épouses quelqu'un du même coin plutôt qu'un parisien ou un marseillais. C'est juste logique et il n'y a rien de mal à ça. Donc oui, il y a des raisons valables de ne pas épouser des personnes de cultures différentes. Au moins on évite certains problèmes et certains aspects de la culture peuvent aussi nous rapprocher et faciliter la vie commune. Tout dépend de ce que toi, tu veux dans ta vie. On peut aussi ajouter qu'épouser quelqu'un qui est proche localement, ça permet aussi de conserver ou de renforcer le patrimoine, de créer des alliances avec une autre famille du peuple, d'unir les terres, de les faire fructifier ou de faciliter l'entraide entre les proches. Alors que si tu prends un mariage par exemple entre un Algérien et un Marocain, bah ça c'est pas possible. Il y a donc des raisons stratégiques et valables de préférer éviter un grand écart culturel ou géographique. Maintenant, on va parler de ceux qui n'ont pas des raisons valables, ceux qui refusent par racisme ou par tribalisme. Et là, en fait, il s'agit de quelque chose de très grave. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui appelle à l'asabiyya, le tribalisme, n'est pas des nôtres. Celui qui combat pour l'asabiyya n'est pas des nôtres. Et ça, c'est parce que le racisme n'est pas accepté en islam. Le fait de se sentir supérieur ou de penser que son peuple est supérieur n'est pas accepté en islam. Le racisme, le nationalisme, le tribalisme, l'islam les condamne et les rejette formellement. L'islam condamne le rejet sur des bases ethniques. Et là aussi, on voit des catastrophes aujourd'hui dans la vie et sur les réseaux sociaux, entre les Noirs, les Blancs, les Arabes entre eux, les Noirs entre eux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes musulmans et vous dites des choses comme ça? Il y en a qui sont tellement aveuglés par leur pays, leur race, leur tribu, qu'ils en deviennent totalement irrationnels. Et ils agissent de manière grave, islamiquement parlant. Mon frère, la fille de ton pays qui donne son corps à des étrangers en dehors du mariage et qui n'honore pas l'islam, elle est moins ta sœur que celle d'un autre pays qui obéit à Allah. Ton frère et ta sœur, c'est les musulmans, c'est pas ceux de ton pays. Et là, on touche un point sensible de la foi, car tu considères plus proche de toi un désobéissant du même pays qu'un adorateur d'Allah d'un autre pays. Parfois, la fille, elle est même pas musulmane et tu éprouves de la jalousie pour elle. Ça, c'est de l'orgueil mal placé. Quand tu penses comme ça, c'est toi qu'il faut réformer. C'est ton rapport à Allah, à la religion. Est-ce que tu penses lui plaire en pensant comme ça? Et pire parfois en dénigrant tes frères et sœurs en islam. Mon frère, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate Les Croyants, et quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là, et ils ne se poseront pas de questions. Et toi, tu es là à te battre, à prendre des péchés pour ta patrie, pour ton peuple, pour des femmes qui parfois ne respectent même pas ta religion. Tu crois qu'elles vont te remercier ou alors qu'elles vont témoigner contre toi? Alhamdoulilah, il y a beaucoup de musulmans qui ont compris ça et qui ne sont pas dans ça. Mais ce sont toujours ceux qui agissent mal qui se font le plus remarquer. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'il y a parfois des personnes qui se convertissent et qui découvrent avec stupeur cette triste réalité. Alors rassurez-vous mes frères et sœurs, si vous êtes dans cette situation, parfois c'est un bien. C'est un bien car vous n'allez pas vous retrouver dans une famille qui a des mauvais comportements. Et à ce sujet, ça montre encore une fois la sagesse de l'islam. Normalement, t'es pas censé fréquenter une personne ou sortir avec elle pendant je sais pas combien de temps, 6 mois, un an, 2 ans, et tu tombes amoureux ou amoureuse, et tu te rends compte que sa famille ou la famille de ta copine ne veut pas de toi. Si tu faisais les choses bien, tu te serais pas autant attaché et ça t'impacterait pas autant. Dans tous les cas, il faut se faire une raison. Le racisme existe, la bêtise existe aussi, même chez les musulmans. Prie pour eux, qu'Allah les pardonne et les guide, et laisse-les. Ils seront éprouvés par ça, quoi qu'il arrive. Donc, comme on l'a vu, il y a des raisons pour lesquelles le fait de choisir quelqu'un de sa propre culture peut être totalement justifié. Et il y a d'autres raisons qui sont moins valables, voire pas du tout. Mais quoi qu'il arrive, quand on fait face à ça, il ne faut pas s'offusquer. C'est mieux pour vous de ne pas être en couple avec quelqu'un d'invivable ou de tomber dans une famille injuste et intolérante. Mais au-delà de ça, il y a un sujet encore plus préoccupant dont j'aimerais vous parler.
Si vous observez bien, vous remarquerez que la tendance aujourd'hui est au métissage. Dans les publicités, à la télé, dans les films, on voit sans cesse des couples mixtes. Souvent, c'est la femme blanche avec l'homme noir. C'est rarement l'inverse. Et on trouve parfois aussi des Indiens, des Chinois, un petit peu moins d'Arabes, mais il y en a quand même. Ça va dépendre des pays. Vous avez aussi sûrement déjà entendu parler du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui mélange un petit peu toutes ces catégories. On y trouve une famille catholique dont les filles épousent un musulman, un juif, un asiatique. Dans West Side Story, c'est une relation entre un portoricain et une blanche dans un contexte difficile. Et on ne peut pas compter le nombre de publicités où on va trouver la même chose. Et si on voit ça, c'est pour plusieurs raisons. Il y a des raisons économiques, tout simplement parce que quand on vit dans des pays multiculturels, et si les entreprises veulent vendre, elles doivent représenter les différentes communautés auxquelles elles veulent vendre. On a aussi des raisons sociales. Si on vit dans des sociétés multiculturelles, il faut aussi que les différentes populations soient acceptées. Donc, on les représente à la télé parce qu'ils font partie du paysage. De la même manière, si on veut faire accepter les différences sexuelles et les normaliser, il faut les montrer pour les rendre normales, voire banales. Et c'est d'ailleurs la stratégie de Netflix, qui ne peut pas sortir un film ou une série sans qu'il y ait des personnages LGBT ou racisés, même quand ça ajoute rien au scénario. Le seul but est de les montrer. Et si vous regardez tout ça, vous verrez qu'à chaque fois, c'est l'amour qui triomphe. Parce que l'amour, c'est beau, et qu'au nom de l'amour, on peut et on doit tout accepter. Mais si je vous disais qu'il y a une autre raison derrière ça, le mondialisme actuel a une volonté de tout uniformiser, de tout standardiser. Parce qu'on le sait très bien, la standardisation, ça rapporte. Et c'est pour ça qu'on crée des effets de mode. Tout le monde achète la même chose et on vend à plus grande échelle. Le monde capitaliste a donc cette volonté de briser toutes les barrières, toutes les différences, afin de pouvoir vendre plus facilement à tout le monde. Vous l'avez déjà tous observé, vous pouvez parcourir quasiment tous les pays, il y a toujours les mêmes boutiques. Tu vas trouver du Zara, du McDo, du Pizza Hut, du Chanel, etc. Et si on veut aller jusqu'au bout de cette uniformisation, il faut détruire les barrières culturelles. Parce que si chaque culture a sa manière de s'habiller, de manger, de penser et de consommer de manière générale, il devient difficile pour les grosses entreprises de faire plus de profit. Il va falloir à chaque fois créer des produits spécifiques pour chaque pays, créer des normes, etc. Et ça, c'est compliqué. Le plus simple, c'est donc de faire que chacun aime la même chose. Et c'est là que le mariage mixte et le métissage interviennent. Quand tu as deux Français qui se marient, ou deux Algériens, ou deux Chinois, ou même deux Bretons, deux Kabyles, qui ont exactement la même culture, ça crée une barrière et chacun veut préserver sa culture. Alors que dans un mariage mixte, non seulement chacun perd de sa culture, mais l'enfant aura soit un peu des deux cultures, soit aucune culture. Si on prend l'exemple de la France, un Algérien qui est né d'une famille algérienne ou un Sénégalais d'une famille sénégalaise qui naissent en France, ils gardent une certaine part de leur culture, de leur pays, même s'ils sont français. Et s'ils se marient avec une personne de France, mais venant du même pays, ils vont encore garder une certaine part de culture, même si le fait de vivre en France leur aura déjà donné une autre culture. Mais s'ils épousent une Française, la culture disparaît plus vite. Déjà, rien que la langue va changer, les repas vont changer, les vacances vont changer, parce que l'autre, il n'a pas forcément envie d'aller chaque année dans ton pays. Et là, c'est pas vraiment un problème. Mais tes enfants, eux, ils n'auront pas du tout ni la même culture, ni les mêmes traditions. Et si on ajoute à ça les risques de divorce, la libération sexuelle, les femmes qui ont des enfants avec des hommes sans être mariés, qui finissent célibataires alors qu'elles sont encore enceintes, etc., il y a un grand nombre d'enfants qui se retrouvent sans véritable éducation culturelle. Quelle va être alors leur culture? Et pour ne pas généraliser, même dans les couples non mixtes, s'il n'y a pas de véritable culture, quelle va être la culture de l'enfant? Ça va tout simplement être la culture dominante du pays, ou de son quartier, ou de ses amis. Et la culture dominante, c'est quoi? C'est le rap, c'est la pop, c'est McDo, c'est Zara, c'est H&M, c'est les jeans troués, c'est la drogue, c'est le sexe, c'est les anges de la télé-réalité, c'est TikTok. Ce sont ça les cultures dominantes aujourd'hui. Et ça permet de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et vous savez ce que va être la prochaine étape? Et d'ailleurs, ça a même déjà commencé. Après l'uniformisation de la nourriture, des vêtements, de la musique et de la culture en général, il va y avoir l'uniformisation des sexes. On va inciter les hommes à porter des jupes, à s'habiller en femmes. Et il y a déjà des écoles où ils ont obligé les élèves à porter les habits de l'autre sexe pendant une journée. Aujourd'hui, on apprend quoi à l'école? La confusion des genres. Et ça, c'est qu'une étape. Regardez la mode. Avez-vous vu parfois comment s'habillent les mannequins hommes? Il y a un rappeur aux États-Unis, je connais pas son nom, il porte des jupes. Il s'habille en rose. SCH, lui aussi, il est bizarre ce mec. Bref, tout ça, c'est l'étape qui vient. Et c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention au métissage, mais surtout à la perte de valeurs, de repères et de traditions. Parce que même dans un couple musulman, si on n'est pas très fermement attaché à l'islam, il va y avoir aussi cette perte. Et justement, on en arrive à la question intéressante. Si le métissage et le multiculturalisme est un danger, alors pourquoi l'islam le permet?
Et là, c'est incroyable, écoutez bien ça. L'islam respecte les traditions et les cultures. Quand le verset dit Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez, il ne dit pas pour que vous vous effaciez. On doit pouvoir profiter des cultures de chacun. Par contre, ce vers quoi pousse l'islam, c'est à sortir tout ce qui est mauvais des traditions. Il y a de bonnes traditions qui ne sont pas néfastes et qui sont bien. Mais il y a aussi des traditions mauvaises. La superstition, le tribalisme, le shirk, le racisme, tout ça, l'islam l'efface. Et quand vous êtes un couple de musulmans qui éduquez vos enfants dans l'islam, que vous soyez un couple mixte ou non, vous devez effacer ce qui est mauvais et ne garder que ce que l'islam enseigne en ce qui concerne la religion. Le métissage de l'islam permet d'unifier les cœurs. Il permet d'unifier la Ummah autour des mêmes principes, et peu importe les coutumes alimentaires et vestimentaires des gens. Les vrais principes sont là. Tu peux aller au bout du monde et faire le ramadan avec tes frères. Tu peux aller au bout du monde et parler arabe avec ton frère. D'ailleurs, la langue arabe, c'est un superbe facteur d'unification. Quand je voyage, je peux me retrouver au Pérou ou en Malaisie, je vais dans une mosquée et j'arrive à parler avec quelqu'un, même s'il ne parle pas ma langue et que je ne parle pas la sienne. Je peux porter ses habits, il peut porter les miens. Je peux manger chez lui, il peut manger chez moi. Quand c'est l'heure de la prière, il n'est pas surpris. Quand je jeûne, il n'est pas surpris. Et si d'un côté tu as un couple mixte, que tu as un enfant métis, que tu l'éduques avec les valeurs de la religion, et que de l'autre côté tu as un couple qui n'est pas mixte, qui éduque son enfant avec les valeurs de la religion, alors ces deux enfants sont des frères et ils ont les mêmes repères. Le métissage de l'islam, c'est le métissage de l'unification. On ne veut pas de vos jeans troués, on ne veut pas de vos boîtes de nuit, on ne veut pas de votre McDo, on ne veut pas de vos sacs Chanel, on ne veut pas de votre app. On ne veut pas de tous vos produits qui sont mauvais pour la santé, pour le cœur, pour l'âme, et qui sont mauvais pour la planète et qui exploitent les gens. On ne veut pas de tout ça. On est des musulmans, on veut l'amour d'Allah et de son messager. Et on a tous les mêmes valeurs. Et là, quand on obtient ça, et qu'on a débarrassé tout ce qui est mauvais des traditions, quand on a gardé que ce qui est bon, bismillah, partageons un repas, fais-moi découvrir ta culture. Quand tu as un enfant qui est moitié marocain, moitié algérien, et qu'il épouse une personne qui est moitié français, moitié sénégalais, ils ont un enfant qui est un peu de tout. Comment veux-tu qu'il soit raciste celui-là? Le métissage enraye le racisme et le tribalisme. Mais pour qu'il soit réellement positif, il faut que l'enfant soit élevé sur le Coran et la Sunna. Sinon, ça deviendra juste un produit de la culture dominante du pays où il vit. Maintenant, on va parler du métissage du point de vue de la science et de la raison. D'un point de vue génétique, anthropologique et culturel, le métissage est une bonne chose, mais il faut apporter des précisions. On appelle l'endogamie le fait d'épouser quelqu'un du même groupe. Ce groupe peut être familial, ethnique, social, religieux, géographique, etc. Et l'exogamie, c'est épouser des personnes plus éloignées. Et que ce soit l'endogamie ou l'exogamie, chacun a des avantages et des inconvénients. Sur le plan génétique, des études montrent que le métissage est un atout. Plus une personne est éloignée de notre patrimoine génétique, plus les enfants ont tendance à avoir une meilleure santé, un meilleur système immunitaire et à être plus robustes. Alors qu'au contraire, l'endogamie prononcée, c'est-à-dire au sein d'une même famille, ou de la famille proche, ou alors sur la même tribu sur plusieurs générations, ça a tendance à entraîner de la consanguinité et des problèmes immunitaires. Donc génétiquement, le métissage est meilleur. Et c'est aussi pour ça que parfois, on est tout simplement attiré par des personnes différentes. Au niveau local ou régional, l'exogamie a aussi tendance à renforcer les clans, à créer des alliances et à améliorer les relations entre différentes tribus, ce qui est une bonne chose. Si on regarde par exemple dans l'histoire de France et de l'Europe, ça a fonctionné comme ça. Parfois, les rois ont épousé une femme d'un autre royaume pour se renforcer et créer des alliances. Et parfois, ils se mariaient entre eux. Si on regarde tous les rois actuels, il y a des liens entre la famille royale d'Angleterre et les familles royales d'Espagne, de Belgique, de Russie, du Danemark et de la Norvège. L'avantage de l'endogamie régionale, ça va être la protection et la fructification du patrimoine et le renforcement d'une famille au sein d'une communauté. L'avantage de l'exogamie régionale, c'est la pacification des peuples, la facilité des échanges et la formation d'alliances. Donc chaque type de mariage a des avantages et des inconvénients. Là, on a beaucoup parlé de critères ethniques ou raciaux. Mais si on se concentre maintenant sur les autres types d'exogamie, on se rend compte que certaines sont plus délicates, voire même plus dangereuses. Et puisqu'on parle de mariage et de différences culturelles, on va donc aborder aussi les autres types de différences qui ont tout intérêt à être pris en compte lorsqu'on souhaite se marier. On a l'exogamie géographique. Se marier avec quelqu'un d'un autre pays, d'une autre culture, d'une autre langue, ça peut aussi parfois poser des problèmes qui vont être liés à l'historique, aux connaissances communes, à l'humour. Si tu épouses quelqu'un qui a grandi dans un autre pays et avec une autre langue, il y a tout un tas de choses de l'enfance et des références qu'on ne peut pas partager. Et ça, il faut en avoir conscience. Parce que le mariage, c'est aussi la communication et le partage. Mais si vous ne partagez rien au départ, ça peut vite se compliquer.
Après, si tu es fan de la culture japonaise ou africaine et que tu embrasses totalement la culture d'un autre pays, bah vas-y, fonce. On a aussi l'exogamie religieuse. Les musulmans sont censés épouser des musulmanes ou au moins des croyantes pour les hommes. Et là, il faut déjà prendre garde à ça. Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? C'est votre femme qui va éduquer vos enfants. Si vous avez envie d'éduquer vos enfants sur l'islam, vous avez intérêt à prendre une musulmane. Pire, si vous êtes une femme musulmane et que vous envisagez une relation avec un non-musulman, déjà c'est interdit. Et une musulmane avertie ne songerait même pas à ça. Mais parfois, on a des femmes de culture musulmane qui sont pas vraiment dans la pratique. Elles aiment la religion, mais elles n'ont jamais pu aller plus loin. Posez-vous la question si un jour vous souhaitez revenir à l'islam ou comment vous souhaitez éduquer vos enfants. Ça va être un grand risque. Et ce qui est intéressant, c'est que l'exogamie religieuse est plus importante que l'exogamie raciale. Un musulman africain, il a plus de chances de succès avec une musulmane asiatique qu'un musulman africain avec une bouddhiste. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui font que c'est interdit. Et il y en a deux autres. Comment ferez-vous pour les enfants? Et comment peux-tu épouser et faire alliance avec une personne qui rejette la foi? Il y a un problème quand on arrive là. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas te plaire ou que tu ne peux pas avoir des sentiments pour elle. Mais de là à s'unir, il faut faire attention. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre cela. Dans le Coran, dans la traduction en français, on peut lire et n'épousez pas les femmes polythéistes tant qu'elles n'auront pas la foi. Une esclave croyante vaut mieux qu'une polythéiste, même si elle vous plaît. Et ne donnez pas vos filles en mariage à des polythéistes tant qu'ils n'auront pas la foi. Cela invite au feu, tandis qu'Allah invite, de par sa grâce, au paradis et au pardon. Donc prenez garde à ça. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont bien ancrés dans la religion et qui n'envisageraient même pas ça. Mais on a aussi des frères et sœurs qui sont parfois dans ce genre de relation, et ça, c'est une épreuve pour eux. Et croyez-moi, si vous ne suivez pas ce verset, vous risquez fort de le regretter et vous aurez une responsabilité à ce sujet, car c'est vous qui aurez choisi la personne avec qui vous faites des enfants. Maintenant, on va aussi parler de deux types d'exogamie qui sont trop souvent sous-estimés par nos frères et sœurs et qui causent parfois bien plus de problèmes que les conflits ethniques. L'exogamie sociale, c'est le fait d'épouser une personne d'un autre niveau social. Et quand on veut un mariage prospère, c'est une chose à prendre en compte qui est parfois même plus important que le critère racial ou ethnique, et parfois même plus important que le critère religieux. Pour preuve, on va prendre deux exemples dans la Sunna. L'exogamie sociale, c'est le fait d'épouser une personne d'un autre niveau social. Alors bien sûr, c'est permis et il n'y a aucun mal à ça. Mais il faut quand même faire attention, parce que quand on veut un mariage prospère, c'est une chose à prendre en compte qui est parfois même plus importante que le critère racial ou ethnique, et parfois même plus important que le critère religieux. Pour preuve, on va prendre deux exemples issus de la Sunna. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait un fils adoptif qui s'appelait Zayd ibn Haritha. C'était un ancien esclave que le prophète a affranchi et ensuite adopté. Ce fut l'un des premiers à avoir adopté l'islam. Et le messager d'Allah a voulu arranger un mariage avec Zaynab, qui était sa cousine et issue d'une famille noble. Mais Zaynab, elle avait des réticences à épouser Zaïd en raison de la différence de statut social. Mais elle décida quand même de suivre les conseils du messager d'Allah et ils finirent par se marier. Sauf que les différences culturelles et sociales créèrent des tensions et le mariage finit par échouer. Ce hadith montre bien qu'épouser une personne de rang social différent est possible et permis, mais ça montre aussi que ça peut causer des difficultés. Et là, je vais faire une petite parenthèse culture. Cet épisode fut aussi la cause de deux nouvelles règles islamiques concernant l'adoption. La première, c'est que le fils adoptif doit garder le nom de son père et ne prend pas le nom du père adoptif afin de préserver la filiation. Un verset fut révélé à cet effet. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche, mais Allah dit la vérité et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion, vos alliés. Ce verset fut révélé pour établir une distinction claire entre adoption affective et filiation biologique. Et à partir de ce moment-là, on a cessé d'appeler Zaïd Zaïd ibn Mohammed et on l'a appelé Zaïd ibn Haritha. L'autre règle, qui est issue de la première, concerne le mariage. En islam, il est interdit d'épouser une femme que son père ou son fils a épousée auparavant. Mais étant donné que le fils adoptif n'est pas le vrai fils, cette règle ne s'applique pas. Et pour montrer à tous l'application de cette règle, un autre verset est descendu. Le verset en français dit « Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est le plus digne de ta crainte. Puis quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. C'est ainsi que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, épousa par la suite Zaynab, qu'Allah soit satisfait d'elle.
Et cela afin de montrer qu'il y a bien une différence entre le fils et le fils adoptif. Je ferme la petite parenthèse culture. Le deuxième exemple qui parle des différences au niveau social, c'est celui de Fatima bin Qais, qui avait reçu deux propositions de mariage en même temps, l'une de Muawiyah ibn Abi Sufyan et l'autre de Abu Jahm. Elle consulta le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui évalua les candidats et lui dit: quant à Muawiyah, c'est un homme pauvre qui n'a pas de bien. Quant à Abu Jahm, il ne pose pas son bâton de son épaule, c'est-à-dire qu'il est violent ou qu'il frappe les femmes. Épouse plutôt Oussama ibn Zayd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc indirectement refusé un prétendant violent et un autre sans moyens, montrant que l'intention, le caractère et la responsabilité sont essentiels. Elle suivit le conseil du messager d'Allah et elle épousa Oussama ibn Zayd. Puis elle déclara: Allah a mis du bien dans ce mariage et j'ai été heureuse avec lui. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas arrêté à la piété ou à la notoriété. Il a aussi pris en compte les comportements et les conditions de vie concrètes. Car la compatibilité dans le mariage, qu'elle soit financière, morale, psychologique, c'est un élément clé en islam. Et donc pour en revenir au sujet, parfois il ne suffit pas de regarder la piété de la personne, il faut voir aussi la compatibilité. Bien sûr, la piété, c'est un élément essentiel. Mais je vais vous donner des exemples et même des cas très concrets dans lesquels beaucoup de personnes se sont retrouvées. Imagine un jeune homme converti qui a grandi dans la campagne ou dans un milieu assez aisé ou même dans la classe moyenne et qui a reçu une certaine éducation. Et il se retrouve avec une fille qui a grandi en cité ou en banlieue. Parfois, le choc culturel peut faire très mal, très très mal. Souvent, dans la cité, et là je dis souvent, je dis pas toujours, il y a des gros manques en termes de comportement. Il y a des langages, il y a de l'agressivité. Il y a certaines filles de quartier, même musulmanes, même voilées, même en gilbeb, ont un gros travail à faire sur les manières. Tu peux le voir sur les réseaux sociaux, tu les reconnais à leur façon de parler. Les wesh, les t'as vu frère, elles t'appellent frère. Certaines, elles ont connu la promiscuité, et alhamdoulilah, elles ont décidé de suivre le droit chemin, mais elles ne se sont pas encore complètement réformées. Le frère qui vient d'un autre milieu, quand il va se disputer avec elle, il va avoir des surprises. Quand il va la voir, elle colle son front contre le sien. Il va être choqué. Après, je rigole, on généralise pas. Mais c'est des choses qui arrivent et qui sont arrivées. Maintenant, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Quand j'étais à l'école, il y a des filles de cité qui étaient dans ma classe. Elles étaient calmes, posées, douces. Il y en a même en dehors de l'école, je les ai jamais vues dehors. Donc il y a de tout, mais il faut quand même faire attention. Et c'est pareil pour les frères. Si tu as une fille de bonne famille qui a grandi en dehors de la cité et qui se retrouve avec certains frères, ça peut faire tout drôle. Il y a des frères, tu leur parles, ils te parlent de leur passé. On dirait que c'était tous des gros bonnets. C'était tous des descendants de Don Corleone. Et ils en parlent avec fierté en plus. Mon frère, pourquoi tu te vantes de ça? On dirait que c'est encore dans ton cœur ces choses-là. Tu devrais regretter, tu devrais pas en parler comme ça. Après, je sais que ça attire certaines femmes, mais il faudra pas vous plaindre. Pareil, si tu as grandi avec de l'argent et que tu te mets en couple avec quelqu'un qui n'a jamais eu d'argent, il faut faire attention. Je généralise pas, mais il faut faire attention. Le vécu, le passé et les codes socioculturels, ça peut créer de véritables problèmes quand la foi ne suffit pas à se réformer. Et là, on va parler encore d'un autre type d'exogamie qui est sous-estimé, mais qui peut aussi créer bien des problèmes dans un couple. Le niveau d'études, le niveau d'intelligence, à la fois émotionnelle ou cognitive, les centres d'intérêt, la curiosité, tout ça, ça a une importance. Dans un couple, la communication est importante. Et quand il y en a un qui se rend compte que le niveau intellectuel de l'autre n'est pas au niveau, on peut forcément ressentir un manque d'intérêt, voire du mépris. Tu parles d'un sujet et la personne ne comprend pas, ne réfléchit pas, ne se questionne pas. Par chance, si on regarde dans les grands nombres, la plupart des gens sont dans la moyenne au niveau intellectuel. Mais si toi, tu es un peu au-dessus de la moyenne et que tu te retrouves avec une personne en dessous de la moyenne, ça peut vite devenir très compliqué, voire invivable. En général, s'il y a 10-15 points de QI d'écart, ça va. Mais quelqu'un qui a un 120 de QI, il ne peut pas discuter ou même supporter une vie conjugale avec quelqu'un qui a un QI de 80. Une sœur très intelligente va difficilement pouvoir admirer un homme avec un QI moyen. Même au niveau religieux, vous n'avez pas le même niveau de compréhension, vous n'avez pas les mêmes attentes. Donc le niveau d'études ou le niveau intellectuel, ça a aussi toute son importance, plus que le critère ethnique ou racial. Pour conclure, on peut dire que le métissage peut être à la fois destructeur comme il peut être unificateur. Et ça va être le grand rôle des parents. Quand tu rencontres une femme, une sœur ou un frère que tu veux épouser, peu importe son origine, la véritable question c'est: sur quoi allez-vous éduquer vos enfants? Sur l'islam ou sur des traditions? Quand tu épouses quelqu'un d'une autre origine, comprends qu'il peut y avoir des différences culturelles qui ne sont pas un problème si tous les deux vous avancez dans la même direction, si chacun est prêt à faire des efforts, à être tolérant et surtout à délaisser ce qui ne fait pas partie de l'islam pour éduquer vos enfants avec de bonnes bases. Et si tu veux épouser quelqu'un de ton pays, alors pas de problème non plus. Vous allez partager des choses communes et c'est très beau.
Ne laissez pas vos enfants devenir des produits de consommation comme nous l'avons quasiment tous été. Élevez vos enfants avec les vraies valeurs de l'islam. Évitez de divorcer pour un oui ou pour un non, parce que ça fragilise l'enfant. Et si vous souhaitez vous marier, je vais vous donner quelques conseils. Tout d'abord, ne vous fréquentez pas et ne vous attachez pas avant d'en avoir informé les parents ou le mahram. Ainsi, vous serez obéissant, d'une part, et de deux, vous vous préserverez et en même temps, vous éviterez de vous trouver dans des situations compliquées en cas de refus. Plutôt que de considérer uniquement des critères raciaux, ethniques ou tribaux, considérez des critères socio-culturels, des critères de compatibilité intellectuelle et des critères moraux et de comportement. C'est ça le plus important. Et il y a beaucoup de problèmes qui viennent de là. Comprenez aussi que le mariage, c'est pas juste une histoire d'amour. Le mariage, c'est du concret, c'est des efforts et de la patience. Ne pensez pas uniquement aux lunes de miel et aux voyages. La plus grande partie du temps, vous serez chez vous, dans les contraintes du quotidien. Alors demandez-vous à ce moment-là, quand je serai enfermé avec cette personne, est-ce que je serai prêt ou prête à faire ce qu'il faut? Et je vais en ajouter un dernier, parce que sur le mariage, on peut faire un podcast entier et peut-être que j'en ferai un. Mais un dernier point, accrochez-vous à la religion et demandez à Allah de vous donner une bonne personne. Mais pour ça, il faut aussi que vous essayiez d'être la meilleure personne possible. Et pensez que si vous avez des enfants, ils ne vous ont rien demandé. Alors vous avez le devoir et la responsabilité de les éduquer dans la droiture et sur le haqq. Et pour cela, vous devez être unis et vous devez montrer l'exemple. Et on va conclure avec ce verset du Coran. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Qu'Allah vous facilite, mes frères et sœurs, et qu'Allah guide tous mes auditeurs. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون